L'opposition politique s'est exprimée aujourd'hui sur la nomination du nouveau Premier ministre. Elle s'abstient de juger la désignation de Christophe Dabiré comme chef du gouvernement burkinabé. Le CEFOP a également donné sa lecture de la situation sécuritaire au Burkina. Des détails dans un instant. La vie reprend son cours normal à Orodara après les affrontements de la semaine dernière entre des manifestants et les forces de l'ordre qui ont fait 5 morts. Le couvre-feu a pris fin ce matin et le marché central a rouvert ses portes. Une délégation de l'association des municipalités du Burkina Faso s'est rendue sur place. Et puis, les différentes communautés religieuses du Burkina sont à la recherche des racines de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Réunies à Nobéré à la faveur de la journée des communautés, elles se donnent pour mission de proposer des pistes de solutions pour un Burkina de paix et de tolérance. Ce sont les titres du 20h de ce mardi 22 janvier. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Les bureaux, les studios et les salles de montage de la télévision du Burkina, de la radio nationale et de la radio rurale n'ont plus de secret pour le président de l'Assemblée nationale. Alassane Bala Sakandé a visité ce matin les 3 médias d'État face à la réalité qui s'est traduite par la vétusté des locaux et l'insuffisance de matériel technique. Le président de l'Assemblée nationale a promis un soutien financier de 50 millions de francs CFA, des caméras et d'autres équipements techniques. Le point de la visite avec Césaire Carrefour et Draman Dandia. Le président de l'Assemblée nationale et son staff dans les locaux de la RTB. Première escale, la télévision du Burkina. Un tour dans les services. Difficiles conditions de travail. L'obstacle est matériel, mais surtout financier. Ce qui donne lieu à cette annonce du Père Noël, présentateur d'un jour. Madame, monsieur, bonsoir. Les députés de l'Assemblée nationale, majorité comme opposition, il va falloir voter un bon budget pour la télévision nationale. Pas seulement la télévision nationale. Air d'honneur sur fond d'espoir à la maison de la radio. Radio Burkina, Radio Rurale, Télé Zénith, Canal Arc-en-Ciel. La RTB ouvre ses portes à Alassane Bala Sakandé. Le soutien de la représentation nationale est très attendu. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons entendu le président de l'Assemblée dire qu'il allait porter avec nous les grands projets de la RTB, notamment la question du siège. C'est ce qui nous tient le plus à cœur. C'est déjà venir constater. Et à partir de ce que nous avons vu, nous avons pris l'engagement d'accompagner ces hommes et ces femmes de médias afin qu'ils puissent faire leur travail convenablement. Il a été question de locaux. Je crois qu'il y a un chantier qui est en cours. Il y a eu des coupes budgétaires, ce n'est pas simple. Et si nous ne nous impliquons pas, ce bâtiment peut voir le jour, mais avec beaucoup de retard. Or, ce qu'il ne faut pas faire, nous ne devons pas, en tout cas, faire de sorte que ces hommes-là puissent être gagnés par le découragement. L'Assemblée nationale s'engage à améliorer le budget de la nationale de l'image et du son. Des ressources conséquentes pour mieux informer le public. En attendant le vote du budget de l'État exercice 2020, le chef du Parlement promet courant 2019 le soutien de son institution à plus de 50 millions de francs CFA et du matériel de travail. Son souhait, plus de professionnalisme pour le rayonnement de la chaîne toujours au cœur des grands événements. Chaque mardi, le chef de file de l'opposition politique anime une conférence de presse sur la vie de la nation à l'ordre du jour du rendez-vous de ce 22 janvier, la nomination de Christophe Dabiré au poste de Premier ministre. À ce propos, l'opposition dit ne pas avoir de jugement à porter sur la personne de Christophe Dabiré. Pour elle, la grave crise que traverse le Burkina ne peut être résolue par un simple changement de Premier ministre. Les attaques terroristes, les affrontements intercommunautaires et les actes de défiance de l'autorité de l'État que le pays a connus ces dernières semaines étaient également au menu. Le point avec Kwale Nebié et Janine Kambiré.
L'opposition politique burkinabé dit avoir appris comme tous les citoyens la démission du Premier ministre Paul Kabatieba et la nomination hier d'un nouveau chef du gouvernement en la personne de Joseph-Marie Christophe Dabiré. L'opposition n'a pas de jugement à porter sur la personne de M. Dabiré. Cependant, elle remarque que le pouvoir du MPP, qui passe son temps à vilipender l'ancien régime, est aujourd'hui obligé d'aller chercher des cadres de cet ancien régime. L'opposition estime que la solution à la situation de chaos que vit actuellement notre pays ne peut pas se résumer en un simple changement de Premier ministre ou de gouvernement. Sur l'aggravation de la crise sécuritaire du pays, avec Yirgou et Gasselike, avec plusieurs dizaines de morts, et sur la fermeture de près de 1000 écoles pour raison d'insécurité, le docteur Aristide Ouedraogo enchaîne. L'opposition politique exige la lumière et la justice. L'insécurité chronique dans la zone a entraîné une dizaine de milliers de déplacés. L'opposition demande au gouvernement burkinabé, aux amis du Burkina et aux personnes de bonne volonté d'être solidaires à l'endroit de nos compatriotes réfugiés internes. Sur la question de la remise en cause de l'autorité de l'État, accentuée par les événements de Nafona et de Orodara, l'opposition politique burkinabé estime que c'est la manifestation d'un malaise social qui a fait grimper l'incivisme nourri par l'impunité. Enfin, l'opposition estime que pour sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve, la justice a besoin de se mettre à jour de manière impartiale et transparente pour les faits passés et les crimes actuels. La ville de Orodara renoue avec le calme et la sérénité après les heurts entre population et policiers qui ont occasionné la mort de 5 personnes la semaine dernière. Le couvre-feu instauré après les affrontements a pris fin ce matin à 6 heures. Le constat de la reprise des activités dans cette ville avec Maneka Yen et Kadou Romenki. 72 heures après l'instauration du couvre-feu, la vie reprend son cours normal dans la commune urbaine de Orodara. Ici, au marché central de la ville, les activités commerciales reprennent tout doucement. Après une fermeture du marché, contexte sécuritaire oblige. Des mesures urgentes qui n'ont pas été sans conséquence sur la vie économique et sociale de la ville. En tout cas, comme désagrément, surtout au niveau des élèves de CM2, nous finissons les cours normalement à 17h, mais dans le souci de les aider un peu, on part souvent jusqu'à 17h30. Mais avec le couvre-feu, on est obligé de les libérer un peu plus tôt et ça fait vraiment un peu de désagrément au niveau des élèves. En plus de ça, c'est la panique que les enfants ont reçue le jeudi. Bon, ça pleurait partout et on était obligé même de faire des leçons de morale occasionnelle, de civisme occasionnel pour qu'ils soient tranquillisés afin de pouvoir suivre les cours. Et ça les a beaucoup aidés. Le marché de Orodara, c'est tous les samedis, donc il n'y a pas eu marché ce samedi, donc cela a causé beaucoup de désagréments sur le plan économique. Et effectivement, il y avait l'instauration du couvre-feu, 72 heures, où à partir de 18 heures, les gens devaient être chez eux. Et je pense que toutes ces mesures ont permis vraiment à contribuer à maîtriser la situation. Une normalisation de la situation bien accueillie par la population. Le problème qui nous est arrivé nous a beaucoup marqué parce que nous avons nos parents qui ont perdu la vie dans cette affaire. Nous souhaitons que ça ne se répète plus jamais et que la paix revienne. Nous souhaitons que cela n'a repris à Orodara encore parce que en tout cas, pendant les 72 heures, ça n'a pas été facile en tout cas. Et au maire d'inviter les populations délocalisées à rejoindre leurs familles respectives. Pour lui, les valeurs culturelles comme la parenté à plaisanterie peuvent être mises à profit pour resserrer les liens sociaux et promouvoir une cohabitation harmonieuse.
Et puis, une délégation de l'Association des municipalités du Burkina Faso, section Haut-Bassin, s'est rendue ce matin à Orodara. Elle a échangé avec les autorités administratives sur la situation qui prévaut dans la cité du Verger. L'apaisement des cœurs pour le retour définitif de la paix a été le principal sujet abordé au cours de cette rencontre. Le point avec Maneka Yen et Kadou Romenki. Sur la table, un seul point à l'ordre du jour. La contribution des municipalités dans l'apaisement des cœurs. Les maires de Fo, de Péni, de Koumbia et de Toussiana sont ici en conclave avec leurs compères de Orodara. Une délégation de l'Association des municipalités du Burkina Faso, section des Hauts-Bassins, venue soutenir les autorités administratives, politiques et coutumières et réitérer sa compassion aux familles éplorées suite aux derniers événements que la ville a connus. Il était normal qu'en tant qu'élus, nous puissions en tout cas marquer le pas, dire aussi que nous devons bouger, faire bouger les lignes afin que nos populations comprennent que, en tout cas, il est temps que nous vivons en tandem avec les forces de sécurité. Une marque de solidarité bien appréciée par le premier responsable de la commune de Orodara. Je tiens vraiment à remercier la section au bassin de l'AMBF. Nous nous sentons aujourd'hui entourés et je pense que les échanges que nous avons eus nous permettent vraiment d'avoir encore beaucoup de force et de courage pour surmonter cette dure épreuve. Les forces vives de la commune de Orodara affichent leur volonté à travailler main dans la main pour que plus jamais une telle situation ne se répète. Invite est également faite pour une mutualisation des énergies afin de relever les défis de l'heure, le combat contre l'incivisme et le terrorisme. Le rôle des communautés religieuses dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, c'est le thème de la journée des communautés religieuses dont les travaux ont débuté ce matin à Nobéré dans le Zunwego. Les échanges et les réflexions devront permettre d'identifier les facteurs à l'origine de la radicalisation et de l'extrémisme violent. L'objectif est de promouvoir le dialogue interreligieux et la paix au Burkina Faso. Le point avec Tanga Kafando. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Des prières introductives des trois confessions religieuses à l'entame de la journée des communautés religieuses du Burkina, une journée de réflexion pour préserver et promouvoir la diversité religieuse, vécue comme une richesse, une chance de vivre ensemble dans la paix. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, et en partenariat avec donc l'Union européenne, a organisé cette deuxième édition pour donc permettre à ces leaders religieux de s'exprimer sur les questions de la paix. La journée se tient sous le thème « Rôle des communautés religieuses dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent ». Et le panel qui constitue la principale activité permettra à chaque communauté religieuse d'identifier les facteurs de l'extrémisme violent, les acteurs impliqués dans la prévention du phénomène, de relever les actions de prévention, de dégager la forme de synergie avec les autres communautés et de formuler des recommandations à l'endroit de l'État et des autres communautés. Alors c'est une occasion propice pour nous rassembler, nous parler, nous comprendre. Parce que quand on est en famille, on est en communauté, il faut accepter de s'asseoir ensemble, comme en Afrique sous l'arbre à palabres, pour discuter des questions sérieuses, des questions qui ont de l'impact sur la vie communautaire. Et en nous parlant, en échangeant, nous allons nous comprendre et nous allons pouvoir et construire ensemble la communauté, la cité pour aller de l'avant. Instituée en 2014 par le ministère en charge des libertés religieuses, la journée des communautés religieuses est le signe de la bonne entente entre les communautés religieuses au Burkina et le cadre sert à favoriser les échanges et la connaissance réciproque des différentes confessions religieuses.
Au tribunal militaire de Ouagadougou, c'est le sergent-chef Roger Koussoubé, dit le Touareg, qui était à la barre ce matin pour les interrogatoires complémentaires dans le procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Il a nié les propos de ses deux co-accusés et dit n'avoir jamais été le messager du général Gilbert Diendéré. Pour lui, le coup d'État est l'œuvre des sous-officiers supérieurs Éloi Badiel et Florent Nyon. Le point avec Draman Guéné et Zoubaviel David Dabiré. À la barre d'audience ce matin, le sergent-chef Roger Koussoubé alias le Touareg. Pour la deuxième fois, le sous-officier s'explique sur les événements du 16 septembre 2015 et jour suivant et apporte quelques précisions. À la question du juge qui a porté le message du général Diendéré instruisant le major Badiel d'arrêter les autorités de la transition, l'accusé se veut formel. Je n'ai jamais été le messager du général Diendéré. Le 16 septembre 2015, je n'ai participé à aucune action. Une version qui ne convainc visiblement pas le parquet militaire qui porte à la connaissance du tribunal les procès verbaux des accusés Oukourou Kossé, Dassami et Zerbo Laouko Mohamed. Tous reconnaissent dans leur déposition avoir été contactés par le sergent-chef Roger Koussoubé pour prendre part à l'exécution du putsch. L'accusé nie la véracité de cette déposition et soutient que c'est leur parole contre la sienne. Vous dites n'avoir rien fait lors de ces événements et le saccage de la radio Savane FM, s'étonne maître Prosper Farama. Le sergent-chef reconnaît avoir été sur les lieux lors des événements, mais juste pour satisfaire sa curiosité, s'empresse-t-il d'ajouter. Et si une vidéo prouvait que vous avez débranché ou saccagé du matériel, serait-ce toujours par curiosité, ironise l'auxiliaire de justice. L'accusé répond oui, l'assistance éclate de rire. Et quand maître Prosper Farama tente de comprendre le rôle qu'il aurait joué dans la mise en place du commando ayant exécuté le putsch, l'accusé s'emporte et décide de ne plus répondre aux questions irrelatives. Pour son avocat maître Michel Traoré, il n'y a aucun élément à même de lier le sergent-chef Roger Koussoubé au putsch. Roger Koussoubé n'avait pas d'homme sous la main, encore moins du matériel. Comment aurait-il pu faire un coup d'État, s'interroge l'auxiliaire de justice. Et maître Alexandre Sanouidi, autre avocat de Roger Koussoubé, d'ajouter « L'on ne peut se fonder sur des dépositions de co-accusés pour établir la culpabilité du sergent-chef. » L'audience reprend demain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. C'est un programme dont l'ambition est de contribuer à une meilleure protection de l'environnement et de renforcer la résilience face au changement climatique. Le programme d'appui à la gestion durable des ressources forestières a été lancé à Bobo-Dioulasso. 11 milliards de francs CFA seront investis pour sauvegarder et valoriser les ressources naturelles. Le point avec Richard Savadoro. Des véhicules pour faciliter la mobilité des agents des eaux et forêts dans leurs tâches de protection de l'environnement. La remise des engins intervient au cours du lancement du programme d'appui à la gestion durable des ressources forestières à Greffe. Un projet qui vise à sauvegarder et à valoriser les ressources naturelles. À travers le projet avec 4 composantes, cela va nous permettre non seulement à travers la première composante de gérer au mieux ces ressources forestières. Nous avons la composante gouvernance environnementale et développement durable, parce que ce sont des questions qui sont liées également à l'environnement. Vous avez une troisième composante dans la mesure où nous sommes engagés dans une transition vers une économie verte. Puis la dernière composante, vous savez qu'on ne peut pas faire toutes ces questions au mieux sans le renforcement des capacités des structures qui doivent gérer le projet et également protéger ces ressources. Donc la dernière composante va permettre au ministère de renforcer ses capacités pour pouvoir au mieux et bien sûr protéger l'environnement d'une manière globale. Nous avons toutes les compétences nécessaires, mais pour mettre en œuvre les activités, il va falloir quand même un peu de ressources, surtout des ressources pour appuyer la population dans la gestion de ressources. Pour le bon déroulement du programme à Greffe, le gouvernement peut compter sur ses partenaires nationaux et internationaux. Donc on fait tout, comme a bien expliqué monsieur le ministre, pour protéger les forêts, mais aussi pour faciliter une exploitation durable des ressources forestières. Et aussi, on vise bien entendu aussi la création d'emplois. Le programme AGREF est d'envergure nationale et couvre la période 2018-2021. Il va coûter 11 milliards de francs CFA. De statut de migrant, il passe à celui d'éleveur. De retour au Bercail en provenance de Libye et d'Algérie
27 migrants originaires de la région du centre-sud font leur premier pas dans l'élevage. Ils sont soutenus dans leur effort de réinsertion par l'OIM. L'Organisation internationale pour les migrations a mis à leur disposition des animaux pour commencer leur nouvelle vie. Lassina Ouattara et Estelle Judith Assokba. Iriassa Sawadogo est un migrant de retour de la Libye il y a de cela 1 an. Il réside dans la région du centre-sud. Son salut, il le doit aujourd'hui à l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Depuis son retour, grâce à cette organisation, Iriassa Sawadogo a bénéficié des formations sur la gestion d'entreprise et sur les techniques d'élevage. Et la cerise sur le gâteau est ce don de bœuf. Un geste qui devrait lui permettre de se réinvestir dans le domaine de l'élevage. Vraiment, on est content. Il nous a donné le bœuf. C'est nous maintenant de travailler. Tu gagnes 500 000 ici, celui qui a des millions là-bas, toi-même tu es mieux que lui. Il faut rester chez toi, travailler chez toi. Grâce à Dieu, tout le monde va gagner. Il ne faut pas essayer de sortir encore. Vraiment, c'est risque. C'est très dangereux pour nous. Comme lui, ils sont 26 autres migrants de retour de l'Algérie et de la Libye à recevoir des kits d'installation composés de 64 bœufs, de 50 moutons et de 7 ânes. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la réinsertion socio-économique des migrants de retour au pays natal. C'est eux-mêmes qui ont choisi l'activité qu'ils ont voulu mettre en place. Et suite à cela, ils ont été également appuyés pour pouvoir comprendre comment on gère une activité. Donc, ils ont reçu une formation en entrepreneuriat. On les a aidés à monter leur plan d'affaires. Et maintenant, nous sommes là aujourd'hui pour la remise des kits d'installation. La direction régionale des ressources animales et halieutiques de la région du centre-sud se chargera de suivre les bénéficiaires dans leurs activités à travers des appuis conseils et techniques. Les éleveurs burkinabés et les organisations de la société civile sont en concertation depuis hier à Ouagadougou. Les échanges visent à la mise en place d'une cellule de veille citoyenne sur l'élevage. Des détails sur cette activité avec Salif Belem et Abdoul Rasmane Zongo. Opérationnaliser le mécanisme de veille citoyenne sur l'élevage, puis valider le cadre institutionnel de fonctionnement, ce sont les résultats escomptés attendus de cette rencontre de 48 heures. Ce mécanisme vise à faciliter la participation citoyenne, mais aussi à promouvoir la transparence et l'appropriation communautaire dans la mise en œuvre de 2 projets phares du ministère des Ressources animales et halieutiques. Ce sont le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage burkinabé et le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel burkinabé. Les acteurs des 10 projets et une vingtaine de cadres issus des organisations de la société civile burkinabé ont bénéficié auparavant de l'expérience du Bénin en matière de veille citoyenne. Cette expérience, sans doute, sera fortement sollicitée à ce présent atelier de validation du cadre institutionnel et de mise en place d'une cellule de veille citoyenne sur l'élevage au Burkina. Le Burkina, justement, vient de se doter d'une plateforme d'information sur la nutrition. Cet outil d'analyse et de diffusion d'informations relatives à la nutrition permettra aux politiques de disposer de données fiables à même de faciliter les prises de décision. Le lancement de la plateforme avec Janine Kambiré. La malnutrition sous toutes ses formes demeure encore, avec des conséquences néfastes sur la santé et le développement. L'un des enjeux majeurs de l'amélioration de l'état nutritionnel de la population est de disposer d'informations fiables et en temps opportun pour aider à la prise de décisions optimales en faveur de la nutrition. D'où la plateforme nationale d'information sur la nutrition, PENIN. Les décideurs ont besoin d'avoir une plateforme qui permet de centraliser toutes les données de tous ces secteurs et qui permet de faire une analyse plus poussée, plus efficiente pour orienter la décision, pour pouvoir répondre à cette question des multisectoriels. Des informations qui reflètent en tout cas la réalité du terrain et des informations qui seront accessibles
à tout institut qui souhaite lutter contre la malnutrition. Ce projet, qui sera porté par l'Institut national de la statistique et de la démographie INSD, est financé par l'Union européenne et ses partenaires à hauteur de 1,92 729 000 francs CFA pour une durée de 5 ans. L'Union européenne est un bailleur au sens large des questions de nutrition, notamment la prévention, ce qui est actuellement le thème principal, et à travers des interventions à la fois très spécifiques, comment aider un pays à faire en sorte que les enfants ne rentrent pas en malnutrition. L'initiative Plateforme nationale d'information sur la nutrition pourrait à terme aider le Burkina à renforcer son système d'information et ses capacités d'analyse des données pour la nutrition. Il s'agit de mieux étayer les décisions stratégiques pour prévenir de manière efficace la malnutrition et ses conséquences. En culture, bientôt, les mélomanes pourront écouter le 6e album de Bill Akakura. L'artiste musicien est à pied d'œuvre pour la finalisation de cet opus, un album qui aura plus de couleurs avec une dominance donc des rythmes du django. L'artiste a ouvert les portes de son studio à une équipe de la RTB. On suit donc des extraits de cet album avec Idrissa Warga et Aruna Mari. Cette mélodie django est un avant-goût du prochain album de Bill Akakura. Dans ce studio UP de la capitale, l'homme du django s'active pour la sortie de son œuvre musicale. Un album ouvert mais qui reste fidèle au rythme du django. On va retrouver du django, mais on va aussi trouver d'autres types d'ambiance. Il y a des morceaux sur la situation nationale actuellement, et puis il y a des morceaux aussi à base traditionnelle. Sur le projet, l'artiste a fait appel à de nombreuses compétences techniques, comme Fabrice Devienne. De concert avec l'artiste, le réalisateur français peaufine le mixage de l'œuvre. L'album, qui va comporter une dizaine de titres avec des thématiques variées, est à l'étape de finition. Le principe de Django, c'est son groupe de base, et que moi je viens rajouter des couleurs et de nouvelles harmonies, des couleurs musicales et des couleurs au niveau des timbres, des choix, des cordes. Il y a plein de choses qui vont venir dans cet album, qui seront des instruments qu'on trouve peut-être moins en Afrique. Ce projet-là, c'est simplement on fait des ponts entre l'Europe et l'Afrique, donc c'est génial. Donc l'idée, c'est que moi je puisse revenir en Afrique et que Bill puisse l'inviter en Europe en faisant découvrir son projet à travers mes connexions aussi européennes. Depuis mai 2018, Bill Akakura travaille sur ce 6e album. En moyenne, l'artiste sort un album tous les 4 ans. La prochaine sortie discographique est prévue pour cette année 2019. Et pour terminer, sachez qu'en République démocratique du Congo, l'Union européenne et l'Union africaine reconnaissent finalement les résultats de la présidentielle proclamée par la Cour constitutionnelle. Lors d'une conférence de presse animée aujourd'hui, les deux organisations disent prendre note de la décision de la Cour constitutionnelle. Elles entendent apporter leur soutien à Félix Tshisekedi et de l'accompagner dans son mandat. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes. L'information revient tout à l'heure à 22h30 dans une présentation signée Christine Koulibaly.